Bienvenue sur le podcast Infrastructure et développement. Ceci est notre premier épisode. Nous allons parler de l'économie des infrastructures. Nous entendons souvent mentionner combien le déficit en infrastructures impacte le développement socio-économique de l'Afrique. Mais comment les infrastructures impactent-elles réellement l'économie? Comment mesure-t-on cet impact? Les besoins en investissement étant aussi importants que le nombre de projets à réaliser. Par où doit-on commencer? À quel projet faudrait-il donner la priorité? Quels facteurs prendre en compte pour cette priorisation? Quels sont les enjeux majeurs de financement des infrastructures en Afrique et quels mécanismes peuvent apporter des solutions à ces enjeux? Pour répondre à ces questions, nous donnons la parole au directeur général de CPCS, Jean-François Arsenault. Économiste de formation, il a une solide expérience en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Son expérience, acquise au cours de plus de 100 mandats pour des clients publics et privés, couvre principalement les secteurs des transports, de l'énergie et des mines. Jean-François a une vaste expérience en analyse économique et politique, analyse de marché, analyse financière, transactions de PPP pour des clients des secteurs publics et privés. Bonjour Jean-François. Bonjour Mamoudou. Merci encore de nous rejoindre pour ce premier épisode du podcast Infrastructure et développement. Comme je viens de l'annoncer en vous présentant, vous êtes le directeur général de CPCS, un cabinet de conseil spécialisé dans les infrastructures de transport, d'énergie et les partenariats publics-privés. Je rappelle également que je travaille au sein de CPCS. Pourriez-vous présenter brièvement CPCS et les services que nous offrons? CPCS, c'est une firme qui se spécialise dans les services stratégiques dans le secteur des infrastructures. On aime bien imaginer les services dans le secteur des infras sur un spectre, où d'un côté, on retrouve les Big Four, qui se concentrent surtout sur les services financiers, et de l'autre, les firmes d'ingénierie, qui détiennent une forte expertise sectorielle. CPCS, de notre côté, on se positionne vraiment au centre du spectre. On offre des services qui sont de nature stratégique, semblables aux Big Four, mais avec une connaissance de pointe dans nos secteurs d'expertise, principalement l'énergie et le transport. On offre aussi une profondeur inégalée en matière de structuration de projets PPP et une équipe dédiée en analytique pour s'assurer que nos analyses restent vraiment à la fine pointe. Cette équipe se spécialise en services SIG, en machine learning, en outils de visualisation, etc. Je pense que le plus important pour nous, c'est qu'on travaille à la fois sur le continent africain, nous sommes très présents, que ce soit dans les pays anglophones ou francophones, avec des bureaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Kenya. Mais nous sommes aussi actifs au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et dans le reste de l'Europe. Donc, ça nous amène un portefeuille d'activités assez équilibré et qui nous permet de s'assurer qu'on répond bien aux besoins à la fois dans les pays émergents et dans les pays en Amérique du Nord et en Europe. Parfait, parfait. Et en termes d'expertise, vous apportez les expertises, j'imagine, tout ce qui est légal, tout ce qui est économique et tout ce qui est financier. Tout à fait, parce que nos services se font dans les secteurs spécialisés, dans les niches du transport et l'énergie, avec un focus sur le PPP, on peut vraiment couvrir l'ensemble des services stratégiques dans ces secteurs-là, que ce soit économique, juridique, tout ce qui est financier, technique. On peut vraiment aller en profondeur dans nos secteurs et offrir toute la gamme de services à nos clients pour s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions, que ce soit des clients publics ou des clients privés. Je comprends. Et toi, personnellement, en plus de tes responsabilités de dirigeant de l'entreprise, tu es un expert économiste qui intervient principalement dans des projets qui font appel à ce besoin d'expertise. Tout à fait. Donc, j'ai commencé ma carrière comme économiste et je suis après m'être rejoint chez SPCS, je suis devenu économiste des transports et au fur et à mesure, je me suis diversifié aussi du côté de l'énergie et beaucoup dans tout ce qui est interaction publique-privée. Donc, évidemment, je fais de moins en moins d'expertise en raison de mes fonctions, mais chez CPCS, on aime bien mettre la main à la pâte à tous les niveaux. Donc, je reste quand même impliqué dans quelques projets à chaque année.
Tout à fait, tout à fait. Et notre sujet aujourd'hui, c'est l'économie des infrastructures qui, au fond, qu'on parle de transport d'énergie, est plus ou moins la même chose. Euh, Juste avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, si vous pouvez juste nous donner quelques notions, quelques éléments de définition pour juste encadrer, on va dire, le concept d'infrastructure. Oui, tout à fait. Donc, je pense que de façon générale, les gens réfléchissent aux infrastructures de façon sectorielle. Donc, il y a le transport d'un côté, il y a l'énergie, il y a l'hydraulique, il y a la télécommunication, et il y a ce qu'on appelle souvent les structures verticales dans le milieu, mais c'est essentiellement les bâtiments. Au sein même de chacune de ces catégories, on trouve beaucoup de sous-secteurs qui peuvent être très importants, hein. Par exemple, en transport, on pense aux routiers, aux ferroviaires, aux portuaires, à l'aérien, au transport urbain, etc., etc., etc. Donc, c'est souvent la façon dont les gens approchent l'infrastructure. Mais il y a aussi une autre façon de catégoriser les infrastructures que l'on aime bien, c'est de les distinguer entre infrastructure économique et infrastructure sociale. La ligne n'est pas parfaite, mais de façon générale, l'infrastructure sociale, c'est un sous-ensemble des infrastructures qui comprend généralement les actifs qui accueillent des services sociaux. On parle par exemple des écoles, des universités, des hôpitaux, les prisons, les logements communautaires. Donc, de façon générale, ces infrastructures n'ont pas de marché économique ou d'utilisateurs payants. Donc, c'est pas toujours le cas, mais c'est généralement le cas. De l'autre côté, il y a l'ensemble de l'infrastructure que l'on dit économique, qui soutient l'activité économique directement et se caractérise souvent par des flux de revenus utilisateurs-payeurs. Donc, ça veut dire que les gens payent pour utiliser les services de ces infrastructures de façon générale. Donc, on peut parler des routes à péage, euh, des redevances d'atterrissage pour un aéroport, euh, du coût de l'électricité pour tout ce qui est centrale et transmission d'électricité, des télécoms, etc. Je pense que pour nous, cette distinction est souvent importante parce qu'elle affecte la façon dont les projets sont structurés, la façon dont ils vont être financés et donc les différents acteurs qui vont être impliqués dans les projets. C'est très intéressant et quand on entend tout, effectivement, ces types d'infrastructures et cette notion d'infrastructure économique et sociale, on comprend aisément quand les gens disent qu'il n'y a pas de développement sans les infrastructures. Euh, mais de façon beaucoup plus spécifique, pourriez-vous nous expliquer comment les infrastructures impactent réellement l'économie d'un pays ou d'un continent? Tout à fait. C'est une question très large et il y a pas seulement une réponse, mais j'aime bien le réfléchir de la façon suivante. Donc, il y a les impacts à court terme et ensuite il y a les impacts à moyen et long terme. Euh, donc, à très court terme, c'est assez évident, hein. La construction des infrastructures a un impact immédiat sur l'activité économique. Ça génère des emplois, une hausse des capacités locales, etc. On dépense de l'argent pour construire les infrastructures, pour les préparer, pour les construire, pour les opérer. Il y a un impact immédiat. Mais à plus long terme, l'impact se traduit généralement par ce qu'on appelle une hausse de la productivité. Donc, les économistes adorent la productivité, mais c'est un terme qui, simplement dit, exprime le fait de pouvoir créer plus de valeur avec le même nombre de ressources. Donc, comment les infrastructures font ça? Comment ils facilitent une hausse de la productivité? Je vais essayer de rester dans des termes assez simples, mais le plus évident, c'est la hausse de l'efficacité du capital investi. Donc, je pense à un agriculteur, par exemple, qui produit des oignons. Si la route vers son marché d'exportation est bonne, le coût de transport est moindre. Donc, la quantité d'oignons qui sera ensuite à destination en bon état est plus élevée si les délais sont moindres. Il peut donc obtenir un meilleur prix pour ses oignons parce que c'est des meilleurs oignons, hein, et le coût pour le consommateur est le même. Donc, le producteur a un meilleur prix, le consommateur paye le même prix, on a un gain. Il y a un gain d'efficacité, on minimise les pertes, on minimise le temps pour amener le produit à marché. C'est ce qu'on appelle une augmentation de la productivité grâce à une meilleure route. Donc, les infrastructures augmentent la productivité. On peut répéter le même exercice pour une provision d'électricité fiable, ce qui réduit les besoins pour les gens d'avoir des générateurs d'appoint ou les arrêts de production dans une usine, par exemple. Donc, pour les infrastructures économiques, c'est très évident. Pour les infrastructures sociales,
le canal d'impact à long terme se fait généralement, d'abord et avant tout, via l'amélioration du capital humain. Donc, qu'est-ce que le capital humain? C'est les connaissances que les humains ont, les compétences que les humains ont. Donc, via les écoles ou la santé, on peut s'assurer que les travailleurs ont de meilleures connaissances ou peuvent mieux appliquer leurs connaissances parce qu'ils sont plus en santé et donc être plus productifs, avoir une main-d'œuvre plus productive. Donc, les infrastructures sociales le font via l'humain principalement. Donc, c'est vraiment la hausse de la productivité qui impacte les économies à long terme. Parfait, parfait. Donc, quand on dit aujourd'hui que le continent africain a un déficit qui est énorme, qui impacte son développement économique, jusqu'à on parle de 2% de PIB que coûterait aujourd'hui ce déficit qui est d'environ 100 milliards par an de dollars, et on parle des besoins d'investissement qui sont énormes, entre 130 et 170 milliards de dollars par an, selon la BAD. Donc, concrètement, du point de vue économique, on est en train de dire que ce déficit, en fait, limite la productivité aujourd'hui de l'économie africaine. Tout à fait. Donc, il limite non seulement la productivité, mais il limite aussi la capacité des investissements, que ce soit des investissements dans les humains ou des investissements ailleurs, de vraiment libérer toute leur force. Donc, si on regarde, je pense, je parlais du producteur d'oignons plus tôt. Mais quand on parle d'infrastructures, les infrastructures favorisent aussi un investissement plus grand. Par exemple, l'implantation d'une usine de transformation nécessite une alimentation en électricité fiable. Donc, il faut des centrales, il faut de la transmission et un système de distribution fiable pour que l'usine se mette en place. Donc, on parle ici pas seulement d'une question de productivité, mais une question d'augmenter l'activité économique. Parce qu'en ce moment, il est impossible pour une usine d'être assez productive, donc elle ne vient tout simplement pas. Donc, la hausse de la productivité ne fait pas qu'améliorer les activités existantes, elle en attire de nouvelles pour qui avant, la compétitivité était insuffisante. Je vais prendre un exemple, un pays comme la Guinée, qui produit des quantités énormes de bauxite, est malheureusement mal placé pour la transformation de cette bauxite, en grande partie en raison de ses lacunes en termes de production et de transmission d'électricité. Et ce, malgré le fait qu'elle a des ressources hydroélectriques intéressantes. Mais elle n'a pas réussi à les harnacher de façon suffisante pour que cela se transforme en un vecteur de compétitivité pour attirer les usines de transformation de la bauxite, et donc pour créer de l'alumine, par exemple. Je sais pas, peut-être un autre exemple, Mamoudou, on parle des investissements en technologie de l'information. Donc, tout ce qui est télécom, c'est aussi de l'infrastructure. Ces investissements-là, ils ont permis plein d'innovations qui se sont construites sur ces investissements en infrastructure qui sinon auraient été impossibles et qui ont permis d'améliorer le sort des plus pauvres. Que ce soit la microfinance ou le e-money, ou encore des applications qui permettent de mieux gérer l'agriculture au niveau local, ce type d'innovation qui permettent de diminuer la pauvreté, d'accélérer le développement, etc., s'appuient tous sur des investissements en infrastructure TIC. Donc, sans les infrastructures en télécom, ces autres innovations-là ne peuvent arriver. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui que l'impact des infrastructures sur l'économie est juste une évidence. Mais peut-être ce qui est moins évident et ce qui n'est pas tout le temps facile, c'est comment on mesure réellement cet impact. Quand on parle d'impact d'une infrastructure sur une économie, quels outils ou approches sont aujourd'hui les plus utilisés pour mesurer cet impact? C'est une bonne question. Je pense que quand on parle de mesure de l'impact ou de l'évaluation de l'impact, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser avant de vraiment définir quel outil on doit utiliser. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle des économistes qui travaillent dans les universités ou dans les multilatérales, ils sont toujours à l'affût de meilleures méthodes. Mais ça dépend vraiment de l'objectif de l'exercice. C'est pour comprendre l'impact à court terme, à long terme, avant le projet, après le projet. C'est pour une décision d'investissement, une décision de politique publique. C'est un petit projet, c'est un grand projet. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose.
Si je donne un exemple très récent pour les grands projets qui ont un impact majeur sur la fibre économique, l'une des nouvelles méthodes qui est relativement récente, ça s'appelle le Synthetic Control Method. C'est une méthode qui permet en quelque sorte de comparer la réalité économique avec et sans le projet, mais de façon dynamique, en trouvant des comparables et avec des méthodes économiques assez complexes. Mais même si c'est à l'avant-garde, elle n'est valide que pour des projets de très grande envergure. De façon générale, je pense. L'outil de choix pour pratiquement tous les économistes pour guider les décisions sur le plan économique, c'est l'analyse coût-bénéfice. Donc, peut-être que ça vaut la peine que je rentre un peu dans les détails sur qu'est-ce que cet outil fait. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour nos auditeurs et auditrices. Parfait. Donc, l'analyse coût-bénéfice, c'est vraiment un peu comme la Synthetic Control Method. C'est un outil qui tente aussi de comparer la situation avec et sans le projet. Donc, et généralement, c'est fait avant sa construction. C'est pour évaluer le projet. Donc, l'analyse doit identifier les impacts possibles du projet, donc qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, et ensuite les mesurer à l'aide d'outils ou d'estimations particulières à chaque impact. Par exemple, si l'impact est une diminution du nombre d'accidents de la route, donc ça pourrait être l'impact d'un investissement dans une meilleure route sur un corridor donné. Il faut d'abord évaluer combien d'accidents on évite. Première étape. Deuxième étape, combien de morts et combien de blessés on évite grâce à la diminution du nombre d'accidents. Et étape finale, il faut monétiser ces éléments. Donc, c'est-à-dire y attacher une valeur économique. Okay? Donc, avoir un mort de moins ou un blessé de moins, quelle valeur économique cela a? Bon, évidemment, les économies sont des outils qui leur permettent de valoriser ces éléments. Mais une fois que l'on l'a fait pour l'ensemble des impacts, par exemple la diminution des accidents, la diminution du délai de transport, la réduction du coût de maintenance des véhicules, etc., on additionne tous les bénéfices et on les compare au coût du projet. Okay? Et donc, ça nous donne une analyse coût-bénéfice ou bénéfice-coût. Okay? Et donc, une des mesures que l'on utilise souvent, c'est soit le taux de retour économique ou bien le ratio bénéfice-coût. Donc, si les bénéfices en valeur actuelle, en valeur d'aujourd'hui, sont plus grandes que les coûts du projet en valeur d'aujourd'hui, le projet est positif sur le plan économique. Donc, ça, c'est l'analyse coût-bénéfice. On peut ensuite mesurer les projets en regardant les différents ratios. Un projet avec un ratio de 1,5 va être mieux qu'un projet avec un ratio de 1,2. Il donne plus de bénéfices pour chaque dollar de projet. Mais un projet avec un ratio de 2 est encore mieux. Donc, ça nous permet aussi d'évaluer différents projets et de les comparer entre eux. Je vois. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut prendre juste un exemple concret pour essayer juste de voir, de se projeter comment on a mesuré l'impact ou l'évaluation économique de ce projet-là et quels sont les résultats qu'on a tirés? Oui, tout à fait. Peut-être un projet récent que l'on pourrait utiliser, ce serait l'expansion d'une plateforme portuaire dans un port africain. Récemment, une des multilatérales avait un intérêt pour appuyer un projet portuaire, et donc on nous a demandé, entre autres, d'évaluer la valeur économique du projet. Donc, la première étape, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'était vraiment d'identifier l'ensemble des bénéfices potentiels directement liés à l'investissement. Donc, dans le cas du port, on avait une augmentation de la profitabilité du port, donc des gains d'efficience directs. On avait une réduction de la congestion des navires au port, donc une réduction du temps d'attente des navires. On avait une réduction du temps à quai en raison de l'amélioration des équipements. On avait une réduction du temps de séjour des conteneurs au terminal. On avait une diminution des coûts d'inventaire pour les importateurs et les exportateurs. On avait même une réduction des coûts de transport terrestre parce que le choix de ce port était plus proche des marchés que les alternatives. Finalement, on avait aussi une augmentation de la taille des navires et les économies d'échelle qui y sont liées, et un effet dynamique sur l'accroissement des échanges commerciaux. Donc, s'il est plus efficace de faire des échanges commerciaux, on accroît le niveau des échanges commerciaux et il y a des bénéfices qui sont liés à ça. Donc, c'était un projet assez complexe pour chacun de ces bénéfices.
on avait un modèle d'estimation pour mesurer les impacts économiques. Donc, d'abord, mesurer les impacts directs, par exemple, combien d'heures on sauve en termes de la réduction du temps d'attente des navires. Donc, on travaille de très près avec les gens qui sont plus opérationnels sur le terrain pour comprendre quels sont les impacts que moi j'aime bien dire physiques, réels. Et ensuite, on a des mesures d'estimation qui nous ont permis de transformer ces améliorations physiques-là, réelles-là, en bénéfices économiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est un très bon projet. Donc, les bénéfices en valeur actuelle représentaient plus du double des coûts anticipés. Donc, c'est un très bon ratio. C'était un très bon projet. Peut-être une note, c'est qu'au sein du même projet, on nous a aussi demandé d'évaluer des ports secs. Et la conclusion était beaucoup moins enthousiaste. Pour ces projets de port sec, les bénéfices surpassaient les coûts, mais avec beaucoup de risques associés au trafic et à la méthode de développement des ports secs. Et donc, ça s'est transformé en une recommandation où un phasage très serré des projets était nécessaire pour assurer qu'il n'y ait pas surinvestissement par rapport aux bénéfices attendus. Donc, c'est pas toujours le cas que les projets sont solides économiquement. Tout à fait, tout à fait. Et l'autre élément également qu'on entend souvent parler, c'est quand on parle des infrastructures de réseau, à savoir le transport, l'énergie ou les télécommunications, on parle de notion d'avantages économiques élargis, wider economic benefits, surtout pour les corridors où on peut avoir aujourd'hui effectivement des avantages économiques qui sont au-delà, on va dire, du projet lui-même. Vous pourriez aborder rapidement cette notion-là? Tout à fait, tout à fait. Donc, les infrastructures sur un corridor et de façon générale sont un peu comme une activité facilitatrice au développement de l'économie plus large. Okay? Donc, on donne des moyens aux gens, par exemple, d'amener leurs produits de façon plus efficace vers les marchés. Okay? Ça, c'est une route sur un corridor. Mais ensuite, il faut s'assurer aussi que l'on donne des moyens aux gens de tirer avantage de ces infrastructures-là. Et donc, pour vraiment qu'un projet de corridor, par exemple, puisse générer l'ensemble de l'impact économique que l'on peut espérer, il faut aussi avoir des éléments autour qui permettent de structurer et de faciliter l'effet de levier que ces infrastructures peuvent avoir. Donc ça c'est une chose. Mais lorsqu'on parle de wider economic benefit, l'autre côté de la médaille, c'est que des fois, les projets, lorsqu'on les fait, si l'on ne regarde que les acteurs qui sont présents aujourd'hui, on ne capture pas l'ensemble des bénéfices. Parce qu'effectivement, lorsqu'une route est construite ou lorsqu'une centrale permet d'électrifier une région complète de façon fiable, mais ça attire des investissements supplémentaires qui viennent s'arnacher autour de cette nouvelle infrastructure-là. Et donc, ces bénéfices-là, souvent, sont mal capturés avant le projet parce qu'on n'a aucune certitude sur la façon dont ça va se développer. Et dans le cas des corridors, ça peut se transformer en un développement agro-industriel près des corridors. Ça peut prendre la forme de développement commercial ou de centre urbain autour des corridors, justement, qui va permettre de maximiser l'impact de l'investissement sur le corridor. Très intéressant, très intéressant. J'aimerais revenir sur un des éléments dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure de comparaison des projets. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à un besoin énorme d'investissement dans les infrastructures. On retrouve des centaines, voire des milliers de projets dans les portefeuilles. Les gens se demandent souvent par où commencer. Quel projet faut-il prioriser? Pouvez-vous nous citer quelques facteurs aujourd'hui à prendre en compte pour la priorisation des différents projets d'infrastructure? Tout à fait. Donc, je pense que lorsqu'on parle de projets d'infrastructure globalement, si l'on met l'ensemble des projets sur le même niveau, la décision devient très politique. Et généralement, une décision politique n'est pas nécessairement la meilleure décision au niveau des politiques publiques. Donc, lorsqu'on regarde les méthodes qui sont utilisées au niveau des politiques publiques pour prioriser les projets, ou prenons même un pas de recul pour prioriser l'investissement public. Donc, où l'investissement public devrait aller. Le principal facteur, généralement, que les économistes mettent de l'avant, c'est l'impact économique ou le ratio bénéfice-coût dont j'ai discuté plus tôt, ce qui nous permet de vraiment de mettre les projets en ordre. Okay? Maintenant, cet outil ne capture pas tout.
et surtout lorsque l'on parle du continent africain. Donc, un autre facteur très important, c'est la distribution de ces bénéfices. Okay? Des bénéfices qui sont mieux distribués à travers la population permettent généralement de faire des gains plus durables à long terme. Donc, le ratio bénéfice-coût ne permet pas de capturer ça, et donc c'est un autre critère assez important dans la priorisation des projets. Mais le troisième critère qui peut être très important, c'est les contraintes budgétaires, okay? Qui suggèrent de favoriser les projets où l'investissement public peut agir comme levier à un plus grand investissement global. Par exemple, les projets PPP. Donc, avec $1, donc si on pense au ratio bénéfice-coût, si on a un projet qui est bénéfique, mais qu'en plus seulement 10 ou 15 ou 20% de l'investissement est public, ça veut dire que les bénéfices sociaux, économiques par dollar investi par l'entité publique explosent et deviennent encore beaucoup plus avantageux. Et donc ça, c'est un critère lorsqu'il y a des contraintes budgétaires fortes qui nous permettraient de prioriser certains projets parce que justement, ils permettent d'avoir un impact pour un coût moindre pour l'entité publique. Donc, lorsqu'on regarde des projets, comment prioriser l'investissement public, c'est vraiment les critères que l'on utilise principalement. Ensuite, lorsqu'on va à des niveaux plus granulaires, donc comment prioriser différents projets qui ont été proposés. Par exemple, on a une liste de projets, on va savoir lesquels prioriser pour les développer en PPP, donc lesquels faire avancer. Et donc là, souvent, on utilise d'autres critères, par exemple le type d'information disponible, a priori, l'impact, la viabilité financière, l'effet de levier que l'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est tous des critères qui viennent s'ajouter lorsqu'on avance de façon plus granulaire. C'est intéressant et vous touchez un sujet qui est, je pense, un enjeu majeur quand vous parlez un peu de contraintes budgétaires par rapport au budget de l'État. Donc, c'est l'enjeu majeur, c'est le financement des infrastructures. L'année dernière, McKinsey avait publié un article titré Solving Africa's Infrastructure Paradox, et une de leurs découvertes était que 90% des projets d'infrastructure n'arrivent pas à la clôture financière. Et seulement 20% d'ailleurs dépassaient la phase étude de faisabilité. Il y a naturellement plusieurs raisons qui expliquent ce paradoxe, mais la partie financement était un des éléments très importants qui avait été souligné. Pourriez-vous partager les enjeux majeurs de financement des infrastructures dans le continent? Tout à fait. Peut-être juste pour ajouter à ce que tu mentionnais, je pense qu'il y a vraiment deux enjeux majeurs au niveau du financement sur le continent. D'abord, le fait que l'assiette fiscale est relativement limitée. Pour certains pays, c'est essentiellement une assiette douanière. Et donc, l'élargissement de cette assiette fiscale, qui passe aussi par le développement économique, est un élément important. Mais le deuxième élément, c'est qu'il y a une capacité d'emprunt, disons à des conditions d'emprunt raisonnables, qui est limitée également. Donc, les pays et les gouvernants doivent faire des choix difficiles entre les dépenses courantes et les investissements à long terme, et de même entre différents investissements potentiels, même si ceux-ci seraient bénéfiques sur le plan économique. C'est pas nécessairement le cas dans les pays d'Europe continentale ou les États-Unis, par exemple, où la capacité d'emprunt est beaucoup moins limitée. Donc, je pense que ça c'est la raison principale pour laquelle, surtout en Afrique, il est encore plus critique que l'investissement public agisse comme levier à un investissement additionnel par le privé. Donc, il y a plusieurs mécanismes, hein. On peut passer de la privatisation au contrat partenariat public-privé, en passant par la concession, par exemple. Mais même au-delà de l'implication directe du secteur privé dans les projets, donc je parle du bouclage financier, il existe d'autres moyens, comme la finance verte, qui permet souvent de boucler un financement plus avantageux pour certains projets qui seraient autrement difficiles à financer. Donc, je pense que lorsqu'on regarde l'ensemble des outils, ça passe nécessairement par une implication du secteur privé dans le financement de plusieurs de ces infrastructures-là, parce que les limites fiscales des nations africaines ne sont pas appelées à disparaître à court terme. Néanmoins, je pense que on ne peut pas passer à côté du fait que l'assainissement des finances publiques permettrait aussi à terme aux pays d'augmenter leur capacité d'emprunt à des taux favorables. Et ça permet de démultiplier le nombre de projets d'investissement. On a vu certains pays en Afrique dont la cote de crédit a été améliorée, a été augmentée. Ça leur permet d'emprunter et de financer ces projets qui, sur le plan économique, sur le plan social, sont très, très favorables.
et donc ça leur permet d'avancer plus vite. Donc, si on espère vraiment combler le déficit d'infrastructure, il fait vraiment aucun doute que l'ensemble des outils du COF AOT devront être utilisés, à la fois au niveau des projets directement, mais aussi au niveau d'une augmentation de l'assiette fiscale et aussi un assainissement des finances publiques qui permet d'augmenter une capacité d'emprunt. Vous touchez certainement à beaucoup d'éléments qui peuvent demander à eux seuls, je vais dire, des émissions. Et je pense qu'on aura un épisode qui est clairement dédié à partie financement des infrastructures. Mais je sais qu'on pourrait continuer certainement à en discuter des heures et des heures, mais malheureusement, nous avons des contraintes de temps. Donc, on va essayer de finir avec mes deux questions préférées que nous poserons à tous nos invités. J'appelle ça les questions afro-optimisme, si on veut. À votre avis, sur le plan des infrastructures, quels sont les trois enjeux majeurs que l'Afrique doit surmonter pour atteindre les ODD? Et quelles actions pourraient aider, on va dire, à surmonter ces enjeux-là? C'est une très bonne question. C'est une question très, très difficile. J'irais probablement avec, d'abord, un des enjeux majeurs, je pense, c'est l'accélération du rythme. Il faut que plus de projets se rendent au bouclage financier et donc et plus vite. Parce que les besoins en infrastructure en Afrique croissent à chaque jour parce que le niveau de population augmente et donc il y a un besoin de rattrapage, mais il faut aussi même juste générer des infrastructures qui vont être nécessaires juste pour éviter que le gap augmente. Donc, on parle ici en termes d'action d'améliorer probablement la préparation des projets pour qu'ils deviennent viables plus rapidement. Et le financement de préparation de projets en ce moment est un peu brisé à ce niveau-là. Et il y a la question du financement des projets que l'on a parlé où il y a une multitude de solutions. Mais au-delà de cette accélération du rythme, qui est un élément très général, je dirais peut-être deux éléments qui passent souvent peut-être en deuxième lorsqu'il y a un développement d'infrastructure, c'est tout ce qui est la durabilité des projets. Et donc, souvent, que ce soit au niveau de la négociation ou de la mise en œuvre, il y a des garanties qui sont données, il y a des éléments qui sont négociés qui font en sorte que les projets se font, mais ils se font mal. Et la conséquence directe, c'est que soit les infrastructures ne durent pas, ou sur le plan financier, elles sont structurées d'une façon à ce que certains pays donnent des garanties qui vont au-delà de ce qui devrait être fait pour la construction de ces infrastructures. Donc, on l'a bien vu, hein, il y a certains pays qui ont donné en garantie certaines de leurs infrastructures stratégiques, que ce soit un port ou un aéroport. Et lorsqu'un autre projet d'infrastructure qui a été construit grâce à cette garantie-là ne réussit pas à fournir les bénéfices attendus à l'opérateur privé, eh bien, l'infrastructure stratégique tombe sous la main de cet opérateur privé-là également. Donc ça, il y a une question de durabilité des projets qui est un enjeu très grand. Et peut-être un élément lié, et je pense que l'on touche trop peu souvent, c'est tout le cadre pour l'utilisation durable des infrastructures. Et donc, souvent, on est pressé d'avoir l'infrastructure en place, mais on oublie le fait que si la tarification n'est pas appropriée, si le poids des camions reste trop élevé, eh bien, sans un cadre approprié, une application de ce cadre de façon appropriée, on a beau construire la centrale d'énergie, on va avoir un problème au niveau de la transmission à un certain moment parce que la tarification est insuffisante pour maintenir le réseau. Même chose au niveau du poids des camions. On a beau construire une route, si les camions sont trop lourds, elle va être détruite en quelques années si le poids des camions est trop élevé. Donc, lorsqu'on parle de cadre et d'application du cadre pour l'utilisation durable des infrastructures, c'est aussi un enjeu parce que ça, c'est un autre facteur qui augmente le gap. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire à ce niveau-là? Évidemment, les solutions sont évidentes, mais sont politiquement difficiles. Et je pense que c'est là où est-ce que l'Afrique et le continent peut continuer à maturer rapidement, c'est de prendre ces décisions difficiles politiquement parce que c'est celles qui vont servir le mieux les nations à long terme.
C'est clair, c'est clair. C'est des décisions assez difficiles et on comprend très bien, effectivement, qui peuvent avoir des conséquences politiques. Et j'entends très bien, on va avoir accéléré la cadence parce que, voilà, il faut déjà rattraper le déficit, mais également, il faut supporter la croissance. Il faudra clairement penser aux enjeux de durabilité, aussi bien en termes de durabilité pour les infrastructures eux-mêmes, mais également penser long terme, je dirais, en termes d'exploitation, ne pas seulement s'arrêter à l'infrastructure. C'est très intéressant et je pense que ça fera écho chez plusieurs de nos auditeurs et auditeurs. Juste peut-être une dernière question. De par votre expérience dans le continent et les tendances que vous remarquez aujourd'hui, comment voyez-vous l'Afrique à l'horizon 2030? Moi, je suis relativement optimiste, je te dirais, Mamoudou, parce que je pense que aujourd'hui, lorsqu'on regarde le continent africain, je pense que l'ensemble des acteurs internationaux voient l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt grandissant de l'Afrique dans leur réalité, que ce soit la Chine, la Russie, les Émirats, les pays occidentaux. L'Afrique est vraiment devenue un véritable point de focus pour ces pays-là. Et je pense que ça, à terme, ça va nous mener à un endroit où il va y avoir plus d'investissement, un niveau de développement plus rapide et de façon assez paradoxale, je pense, plus d'indépendance au niveau des nations et du continent globalement, parce qu'il va y avoir une interdépendance entre les pays qui vont être plus grandes et donc plus d'indépendance pour les nations africaines. Je pense qu'au niveau interne, l'importance du capital, donc que ce soit le capital humain ou les infrastructures, a fait ses preuves. Partout, les nations les plus dynamiques sont celles qui investissent, qui favorisent l'investissement privé. C'est ces nations qui voient leur croissance s'accélérer. Est-ce qu'on va réussir à combler le gouffre d'ici 2030? Non, sûrement pas. Je pense que c'est une belle ambition. On y arrivera probablement pas. Mais je pense qu'il y a un niveau de créativité des leaders et des populations africaines qui fait en sorte que les projets avancent rapidement et qu'il y a des projets ambitieux. Je pense que c'est dur pour plusieurs personnes comme nous qui vivons dans des économies un peu plus stables ou un peu plus stagnantes même, de même comprendre ces ambitions-là. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, la croissance de la population, les besoins qui sont là, je pense que les ambitions sont justifiées, sont justifiables et on le voit. Et les projets se font et réussissent. Donc, je suis relativement ambitieux que d'ici 2030, avec une bonne gouvernance, plusieurs des pays africains vont réussir à continuer à croître rapidement. C'est clair, c'est clair, c'est clair. L'Afrique doit être ambitieuse et elle a raison d'être ambitieuse parce qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'intérêt grandissant qu'on voit partout dans le monde montre clairement que l'Afrique, je pense, son heure a déjà sonné et je pense que dans le futur, elle jouera un rôle qui sera très important. Peut-être juste un dernier message, un dernier mot pour finir, Jean-François. Ouais, d'abord, je veux te remercier de m'avoir invité, mais aussi te dire bravo pour cette initiative. Je pense que c'est des discussions qui sont importantes, c'est des concepts qui sont souvent discutés mais souvent mal compris. Et donc je pense que ça va être un podcast intéressant. Et donc bravo encore une fois à toi et je nous souhaite des prochaines années une décennie productive, plus productive pour l'Afrique. Merci beaucoup, Jean-François. C'est clair. Ceci, effectivement, est un cadre d'échange pour nous. C'est un cadre de formation, d'information. Donc, l'idée, effectivement, d'essayer de stimuler des réflexions et d'essayer un peu d'apporter des informations théoriques, pratiques autour de ces sujets-là qui, souvent, effectivement, ne sont pas traités, je dirais, aussi bien en profondeur dans les informations qui passent. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et on espère encore peut-être te revoir à un de ces quatre en abordant un autre sujet, mais déjà aujourd'hui, je pense qu'on a bien préparé la table et c'était l'objectif visé. Merci encore une fois, Jean-François. Merci, Mamoudou. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration.
À très bientôt pour un autre épisode.